fondateur de la maison de l'État. Merci d'être ici avant tout. Et je vais essayer de vous expliquer un petit peu ce qu'est l'esprit de Witt ou ce que sont les montres de Witt. En fait, je ne suis pas du tout horloger. Et comme tout enfant, j'étais curieux. Étant petit, je touchais à tout. Donc mon premier contact avec l'horlogerie a été simplement en se promenant dans la maison. Il y avait une commode qui était avec des petits tiroirs assez fins et il était interdit de toucher à ça. Forcément, comme c'est interdit, c'est nettement meilleur. Et j'ai commencé à tirer les tiroirs les uns après les autres. Il y avait plein de petits casiers comme ça, un peu comme des meubles d'imprimerie. Et dans chaque casier, il y avait une montre différente. Et c'était la collection des montres de Napoléon Ier, de Joséphine, etc. Alors bien sûr, il y en avait qui avaient des brillants, il y en avait qui n'avaient pas de brillants. Et je regardais celle qui brillait le plus. Alors, le tiroir arrivait à peu près à la hauteur de mon nez. Je suis allé la chercher, personne, je referme la porte, hop, dans la poche, je cours dans les WC. Et pourquoi les WC, ça se ferme avec les... Donc, j'étais là et je commence à ouvrir la montre. Et puis, pourquoi ça? Je vais chercher un petit tournevis et tout à coup, tout saute dans tous les sens, bien sûr, parce que je ne savais pas comment faire. Bon, donc j'étais un peu ennuyé, je ne savais pas que faire. Là-dessus, mon père arrive et voit ce qui s'est passé. Donc, il ne me dit rien, il dit attends là. Et il revient avec une petite balayette et un ramasse poussière et une enveloppe. Il prend son stylo et il met sur une enveloppe ton héritage à mon décès. Et il dit maintenant, tu mets toutes les pièces, tu ramasses à la balayette, tu mets tout là-dedans et je ne veux plus rien savoir. Et il a pris l'enveloppe. Bon. Les années passèrent, j'ai fait beaucoup de choses différentes. Étant donné que je crois que, comme vous êtes dirigeant d'entreprise, que vous avez certainement créé ou repris des entreprises, si on veut réussir, il faut croire principalement dans ce que l'on veut faire. C'est une question de savoir, de connaissance, mais c'est surtout la volonté qu'on a de réussir. Donc, j'ai fait pas mal de métiers et je me suis aperçu que tout connaître, c'est quasiment impossible. Puis c'est fatigant, il faut beaucoup apprendre, etc. Donc, je suis parti dans une vision qui était être ensemblier. Ensemblier, c'est-à-dire que je vais regrouper les connaissances de toutes les personnes qui peuvent amener un plus à l'entreprise, quelle que soit l'entreprise. Et à ce moment-là, grâce à ça, je n'ai plus qu'à mettre mon incentive, si je peux dire, c'est-à-dire goût, c'est-à-dire vision et peut-être sélection de la direction dans laquelle on va. Donc j'ai commencé comme ça, vers les années 70 à peu près, et là il y avait le monde à reconstruire. C'est-à-dire que c'était le début des pays arabes, le début de l'Afrique, etc. C'était vraiment comme ça. Donc je suis parti avec une petite valise, en disant de quoi avez-vous besoin, je peux le faire. Il ne faut jamais se dégonfler. Donc hop, j'y suis arrivé. Dans la petite valise, pour être honnête, il y avait un cachet, du papier, et puis une serviette d'éponge, parce qu'il faisait tellement chaud qu'entre deux rendez-vous, j'ouvrais pour me rafraîchir, mais j'avais costume cravate. Et j'ai des personnes qui m'ont fait confiance, et en fin de compte, je suis parti du principe que quel que soit le projet, que ce soit un aéroport, que ce soit un port ou que ce soit un pont, ou d'autres choses. Je vais aller sélectionner des spécialistes, discuter avec eux, et peu à peu, j'arrivais à faire ce que j'appelle ensemblier industriel, c'est-à-dire un ingénieur va amener ça, disons, le bureau technique va amener une autre chose, et peu à peu, ça me donnait la possibilité de réaliser des contrats. Je prenais les références de chacun, ce qui n'était absolument pas mensonge, et j'amenais un très beau dossier avec une expérience quand même assez forte, vu que j'avais cumulé les connaissances de chacun. Et comme ça a démarré gentiment, j'ai fait des choses étonnantes, et elles sont toujours debout d'ailleurs, donc c'est assez important. Puis, quand on est arrivé en Suisse, quand même, vers les années 95, j'étais là, je me suis dit quand même, le paysage est beau, le calme est grand, mais il faudrait peut-être penser à autre chose. Donc j'ai commencé à regarder. J'étais à Bâle en tant que visiteur. Et là, je suis rentré dans un monde absolument incroyable, gigantesque. Et il y avait
chacun avait un grand caractère pour afficher sa différence dans l'approche, dans la, je vais dire, dans la présentation et des choses comme ça. Mais en fin de compte, on retrouvait un petit peu les mêmes choses. Et ce matin, en arrivant, j'ai fait toute cette rue que je n'avais pas fait depuis un certain temps déjà, et j'ai retrouvé des affiches pour les publicités de Watch and Wonders. Et je me dis, mais attends, ça c'est la même chose que, ça c'est la même chose que, ça c'est la même chose que. Et j'avais déjà eu cette influence, cette impression. Donc j'avais dit, ok, ça peut être intéressant, à condition d'approcher avec une idée de ce que l'on veut faire. C'est facile d'avoir une idée. Si tout le monde fait ça, il ne faut pas faire la même chose. Donc l'idée était là. Maintenant, il fallait un peu approfondir. Passionné par les vieilles voitures, depuis ma plus jeune enfance, au départ je démontais tout et c'était difficile à remonter, puis ça devenait plus facile à remonter et j'arrivais à refaire des voitures. Et je me suis aperçu que aucune des fonctions mécaniques, purement mécaniques, de l'automobile ne se trouvait dans une montre. Donc j'ai commencé à réfléchir plus loin. Tous les principes de la mécanique appliqués à des grosses machines, comme par exemple les quilles pour bouger une quille d'un bateau ou des choses comme ça, qui sont à l'épreuve de tout, c'est d'une solidité étonnante. Tout ça, ça ne se retrouve pas dans la montre. Donc je me suis dit, on peut faire différemment. Je voulais la qualité, ça faisait partie des critères, et une certaine tranquillité. Donc les vœux étant cela, j'ai choisi le meilleur des horlogers qui étaient sur la place parce que Patek et Philippe venaient de faire un musée. Et puis le musée était terminé, alors le pauvre il avait réparé toutes les montres, tout fait. Donc il avait un éventail gigantesque, il avait vu des choses incroyables. Et je lui ai dit, est-ce que tu ne veux pas venir pour travailler? Moi je ne sais rien, je t'écoute, mais on dialogue et on voit ce qu'il y a. Donc j'ai démarré en 2003 avec un seul horloger, mais très belle qualité, forcément un travail fait main parce qu'il était impossible de payer des machines, je n'avais pas décidé d'aller dans ce genre d'investissement. Et puis très rapidement on était deux, puis quelqu'un pour faire la comptabilité, et ça se passait à Vendeuvre, à côté de la maison, c'était très bucolique, je traversais le jardin, à peu près 200 mètres, pas d'embouteillage, tout allait très bien. Donc là, on s'est fait le vœu d'arriver à 50 montres. Et on est arrivé à 50, et bien sûr, il y avait plus de demandes que de ce que je pouvais fabriquer. Donc on s'est dit, allez, pourquoi on a dit 50? On va aller à 100, puis on va aller à 150, et puis, etc. Puis peu à peu, ça grandissait. La mairie s'inquiétait, et surtout les voisins, parce qu'ils me disaient, mais il va y avoir des camions qui vont arriver ici. Il faut imaginer un camion pour transporter des montres, ce n'était pas le cas. Bon, mais ça s'est passé, et puis on était un petit peu trop dans la fabrique, là-bas dans la maison, et on a dû changer, on est venu ici à côté de l'aéroport, et puis ensuite ici, pour arriver à fabriquer tout ce qu'on voulait. Donc, la liberté, je vais dire, la méconnaissance que j'ai de l'horlogerie, ou la non-connaissance, comme vous voulez, fait que je suis libre. Si je veux aller dans une direction, je dis on va aller dans cette direction, parce que c'est pas impossible, personne ne l'a fait, donc rendons-le possible. Et c'est comme ça qu'on a évolué, De Witt a évolué, et ça donne des résultats incroyables. Mais l'influence de tout ce que j'ai les yeux qui circulent partout, toujours, je regarde partout à la fois, je ne sais pas pourquoi, les informations rentrent, et puis un jour, tout à coup, je me dis, mais pourquoi ne pas faire ça et ça? Ou quelqu'un présente un problème, puis naturellement, je me dis, mais pourquoi on ne fait pas comme ça? Et ça a été la base de Witt, et qui continue encore maintenant. C'est-à-dire qu'on a fait la plus grande qualité, avec, si possible, les meilleurs horlogers surtout, parce que c'est eux qui ont la main, et chaque montre a sa personnalité, parce qu'elle est même signée par la suite par l'horloger qui le fait. Et ça reste des montres exceptionnelles qui sont dans des très petites séries, de telle sorte qu'il y en a qui commencent doucement à être collectibles et qui tiennent bien la cote, ce qui est très important aujourd'hui. Et je pense qu'il y a vraiment un avenir pour ceux qui respectent la qualité, qui font des choses totalement différentes et qui ont une liberté d'esprit
Et si on a la liberté d'esprit, on aura la liberté d'interprétation, si je peux dire. C'est ça qui est important. Donc voilà. Aujourd'hui, comme il paraît que j'ai beaucoup trop de projets en tête, beaucoup trop de choses comme ça, ma femme se précipite parce que c'est son dicaster, comme on dit. Donc, elle aime bien aligner les chiffres, etc. Et moi, j'aime bien aligner les rêves. Mais ça fait l'investisseur de la maison, j'aime bien aligner les chiffres. Ça fait une très belle chose. Voilà. Ça, merci compliqué. beaucoup, Jérôme. Voilà. Est-ce que vous avez des questions pour mon mari? Parce que c'est important. Parce que maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller visiter les ateliers, si vous voulez bien. Et puis, si vous avez des questions, posez-les-nous maintenant. Voilà, monsieur, c'est pour mon mari, je pense. Oui, Julien. J'ai une question. Bicentenaire de la mort de Napoléon cette année. Est-ce que vous avez prévu quelque chose en clin d'œil d'un point de vue horloger? Sans en dire trop. Hein. Vous savez, mon épouse a eu une idée. C'était de couper les cheveux de l'empereur pour mettre... Non, je n'avais pas coupé les cheveux de l'empereur. Ah, c'est ce que tu as fait. J'ai racheté dans une vente, qui était la vente du prince de Monaco. C'était la vente de la collection du prince Louis II, donc l'arrière-grand-père du prince Albert. Et j'ai acheté effectivement des cheveux parce que ceux de notre collection... Pour ceux qui ne le savent pas, mon mari est un descendant de l'empereur Napoléon. Sa mère était la princesse Napoléon, née Napoléon. Voilà. Donc, et son père était russe. Voilà. Donc... j'ai voulu, à vrai dire, j'avais fait des montres en acier. Et les montres en acier, eh bien, les montres de Witt, dans l'imaginaire des clients, c'est de l'or. Donc, je n'arrivais pas à vendre mes montres en acier. J'avais 300 montres en acier sur les... 500 même, je crois. 500 montres en acier sur les bras. Et là, j'ai vu un matin Raphaël Domjean, que vous connaissez, c'est lui qui a inventé le bateau à énergie solaire qui a fait le tour du monde. Raphaël me dit, mais Viviane, ton mari est un descendant de l'empereur, avec des cheveux, tu mets un petit bout de cheveux de millimètre là dans le cadran, tu vas les vendre comme des petits pains. Je me suis dit, pourquoi pas? Donc j'ai acheté, effectivement. J'ai fait venir un huissier, on a tout filmé, on a tout authentifié, bien entendu. Et puis mes montres, elles sont parties comme des petits pains. Beaucoup à New York, où il y a beaucoup de Corses, qui est la première ville corse, à Marseille. Beaucoup en Corse, partout. Donc j'ai vendu mes montres en acier. Après, j'en ai moins fabriqué, hein, parce que je me suis dit qu'effectivement, dans l'imaginaire des clients, une montre de Witt qui est l'extrême luxe, c'est de l'or et c'est pas forcément de l'acier. Alors, si on a des commandes en acier, on les fait. On vous expliquera tout à l'heure qu'aujourd'hui, on travaille sans stock à la demande. Monsieur, pour répondre à votre une question pour mon mari. Jérôme, pour répondre à votre question, parce que je n'ai pas répondu, tu es tellement rapide, tu vois. Pour répondre à votre question, non, on n'a rien préparé parce que je suis passé de près d'être coupé en brosse parce que le DNA était dans mes cheveux et j'avais pensé qu'elle allait me raser tous les jours pour pouvoir mettre quelque chose dans une montre. Et je me méfie de la réaction parce que si tout à coup c'était les ongles ou autre chose, ça serait dangereux. Alors on n'a rien préparé. Merci de dire qui vous êtes quand vous posez une question. Fabio Schirpo. La montre dans l'enveloppe. Vous avez commencé votre... Ah oui, oui. Eh bien, mon père est décédé. Ouais. Et le jour où il est décédé, en effet, dans ses affaires, on a retrouvé l'enveloppe. J'ai reçu ça. C'était en 90, à peu près 90. Et j'ai commencé les montres vers 2000, on va dire. Donc j'ai repris l'enveloppe. Je l'ai amené à cet horloger qui a regardé. Et tout a été remis. Et elle marche, elle fait partie des collections. Et toutes les montres que l'on avait de cette époque-là, parce que l'empereur faisait déjà des collections. Il n'achetait pas une montre de 1800, quelquefois il en prenait une de 1700 ou même avant. Et ça nous a permis de prendre ces montres, de les réparer ici, de les faire fonctionner, et grâce à ça, de découvrir par exemple un quantième perpétuel qui est de 1730. Et on n'avait pas du tout l'idée que c'était possible. Des boîtes en cristal de roche dans lesquelles il y avait des montres. Donc on n'a rien inventé. Il faut jamais. Tout existe autour de nous. C'est une interprétation différente et c'est une vision différente. Donc ça c'est. Pardon. Donc. Qui? Bah, en fait, moi je vois une montre, c'est comme elles resteront après nous, toutes ces montres, tous ces objets. Et je me dis, est-ce que chez vous il y a un meuble avec
à Vendôme? Est-ce qu'il y a un petit meuble avec des montres rangées de vitres peut-être? Alors, j'ai toujours eu cette forme de respect, si je peux dire, et je trouve que trop souvent, quand on démarre, on ne fait pas attention, et puis on dit demain, je vais garder ça, je vais faire ça, etc. Et j'avais fait une numérotation, parce que toutes les montres sont numérotées, sont reconnues, ont un fichier, et on peut retrouver simplement avec le numéro qui l'a fabriqué, l'horloger, etc. Ce qui est utile quand il y a des faux qui se promènent. Voilà. On les démasque. Donc, j'ai fait ça avec des montres qui étaient 000, 3-0, et qui restaient ici dans l'entreprise. Donc, c'était dans le musée. Donc, le musée est un petit peu, pour moi, l'idée que quand je suis à l'extérieur, je ne suis pas horloger, je passe à travers ça, et c'est grâce à toute la connaissance qui sont dans ces machines qui se trouvent dans le musée. C'est pas que ce soit des machines, mais c'est que quelqu'un est arrivé à identifier le besoin pour fabriquer une machine. Et c'est de l'ingénierie en fait. Et c'est ça, c'est la connaissance dont je parlais. Comme je dis toujours, je m'entoure de connaissances pour arriver à ce que mes idées complètement folles soient appliquées. Ben, ces machines, j'arrive là et c'est ma façon d'être respectueux. Et j'avais mis toutes les montres là-dedans. Malheureusement, on a eu 4 cambriolages on a été cambriolés pendant qu'on était à Bâle. Et toute la collection tout est parti. de montres, c'était le numéro 1. Et la police n'a jamais retrouvé personne, très curieusement. Comme il devait y avoir à peu près 850 modèles uniques, il n'y en a plus. Il n'y en a plus. Voilà. Donc, ça va ressurgir, comme la Mona Lisa, elle a ressurgi. Ouais. Mais tout ressurgit à un moment ou l'autre. Là, on Peut-être en a dans vu 10 ans. ressurgir aux États-Unis. Pourquoi? Parce que la vente sur Internet aux États-Unis, du moment que c'est vendu sur le territoire, n'est pas soumis au problème des vols ici. Donc, il y a eu une dizaine de montres qui sont apparues dans des ventes de gré, Internet, et qui étaient avec les numéros, avec tout, c'était ça. Donc, tant que ça ne reviendra pas sur le territoire européen, on ne peut rien faire. Est-ce qu'il y a d'autres questions pour mon mari? Est-ce que vous diriez que la réussite de l'entreprise, c'est dû à votre duo et du fait que vous soyez considérablement différents? Je n'ai pas compris. Parce que la réussite de l'entreprise... La réussite de l'entreprise, c'est quand même... Non, mais quand la même complémentarité des deux, est-ce que c'est pas primordial? Oui, la complémentarité. Si vous parlez résultats financiers, Non, vous mais avez tout. certainement raison. Mais la notoriété de cette marque qui est très étrange, parce qu'elle est complètement différente de la plupart des autres marques Ça, c'est la d'horlogerie technique, ça. existantes, c'est mon mari. C'est pas moi. Moi, je ne connais rien à Mais l'horlogerie. Quand je vends des montres, je dis que je ne sais pas ce qu'il y a dedans. Sauf que la vie ou la survie de l'entreprise passe par là. Donc c'est la complémentarité. La survie de l'entreprise, aujourd'hui, on est dans un monde compliqué, on est d'accord. Mais vous êtes tous des chefs d'entreprise, vous le savez. Donc c'est vrai que le côté, j'allais dire, idéaliste de mon mari qui a créé, sachez-le, 700 modèles. Pendant ce temps-là, des marques aussi prestigieuses que des marques Piguet ou Rolex ont la même boîte éternellement qu'ils le rebricolent un peu. Mais voilà, nous avons eu 700 modèles différents. Je ne sais pas si vous imaginez l'inventivité, la créativité de mon mari. Et financièrement, c'était assez pesant. Donc en 2012, il m'a appelé. Voilà, vous connaissez la fin de l'histoire. Alors maintenant, le business model est sensiblement différent. Je dis en riant, avec l'aide de Cyril Guérin, notre directeur qui est là-bas, nous avons squelettisé la maison, parce que c'était une maison pléthorique. Nous avons squelettisé la maison, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est une petite maison en termes de ressources humaines. Donc, c'est vrai que c'est un cadeau aujourd'hui au cercle dirigeant d'entreprise et mon ami Enza, parce que nous ne faisons jamais visiter, nous n'en avons pas la possibilité. Vous voyez, c'est le directeur et moi qui sommes à la porte, à l'entrée pour vous ouvrir. Donc, voilà, parce que nous n'avons pas cette possibilité. Donc, on va vous faire visiter les ateliers. Aujourd'hui, donc, nous travaillons exclusivement sur ordre, c'est-à-dire nous avons des revendeurs à travers le monde qui nous passent des commandes pour des séries de montres et les particuliers également. Et nous envisageons au mois de mai, je crois, Cyril, ce sera au mois de mai, juin? Mai. Au mois de mai, ben, vous pourrez acheter des devites en e-business. C'est-à-dire que nous allons avoir un site sur lequel vous pourrez commander les montres.
On peut refaire n'importe quel modèle du passé, mais on vous propose évidemment des modèles d'aujourd'hui ou de demain. Et bien à ce moment-là, les clients, soit des clients professionnels, soit des clients particuliers, vous passent commande. Voilà. On demande simplement un down payment de 50% pour être sûr que ce n'est pas le caprice d'un moment. Et puis, on roule. Et ça marche mieux comme ça. Combien, Pour répondre à monsieur. combien de montres aujourd'hui vous fabriquez par an? Alors, Cyril, 500. Ah, waouh! 500. Voilà. Merci beaucoup. Merci à vous. Je propose de visiter les ateliers sous la conduite de Cyril, qui va vous